Écoutez, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je me présente, je suis Elliot Cook, donc je suis Economic Game Designer chez Playwing et du coup, je suis un ancien élève de l'IIM, du MBA Video Game Management en promotion 2017. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de notre jeu Century et donc les challenges et les designs d'un jeu en live service. Alors pour parler un peu de mon parcours professionnel, donc moi ça a été un peu atypique. Donc en fait après mon bac et avant d'arriver à l'IIM, j'avais fait une école d'ingénieur informatique. Donc j'avais fait 5 ans en fait de formation un peu généraliste du coup donc de la programmation mais aussi des maths. Donc je savais à ce moment-là que je voulais travailler dans le jeu vidéo et mais j'avais pas exactement une idée en fait bien précise de quel rôle je voulais faire. Donc j'étais parti un peu sur le côté programmation. Et bon, après ces 5 ans, j'ai vu que c'était pas forcément mon délire, on va dire. Donc j'ai voulu plutôt m'orienter dans le game design et dans la production. Et c'est comme ça que je suis du coup arrivé sur le MBA Video Game Management de l'IIM, du coup où j'ai fait mes dernières études en fait, du coup de 2016 à 2017. Et en fait, pendant un temps après ce MBA, j'ai mis un peu de temps à trouver du travail. En fait, les entreprises du jeu vidéo étaient assez exigeantes en fait en termes d'entrée. Donc, trouver du coup du travail dans la production, dans le design a été un peu une galère. Donc, en fait, j'ai élargi un peu mon champ de recherche. J'ai essayé de trouver un peu dans la localisation, dans le QA, dans le community management. Enfin, du coup, pas mal de métiers en fait qui font partie de l'univers jeu vidéo. Et trouvé en fait mon premier poste chez EA et particulièrement EA Madrid en tant que localization QA. Donc localization QA, qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est un testeur qui est focusé sur la localisation, donc c'est-à-dire les traductions du jeu. Et en fait, le travail consiste en fait à repasser un peu derrière les traducteurs, donc tous ceux qui travaillent sur la traduction des jeux, et en fait remonter, détecter tous les bugs liés à cette localisation, ça peut être de la localisation audio, comme ça peut être de la localisation texte, et du coup remonter ces erreurs et faire en sorte que du coup, le jeu passe le contrôle qualité à ce niveau-là. Donc c'était une petite expérience de quelques mois en fait, c'était un contrat très très court sur lequel j'ai été assigné en fait à l'équipe mobile. Donc j'ai travaillé en fait c'était par rapport à des projets comme Battlefield ou Anthem qui étaient des jeux sur lesquels EA Madrid travaillait en termes de localisation. Moi j'ai été plutôt sur plein de petits projets en fait. Donc j'ai fait du FIFA mobile, du NBA mobile, du Need for Speed, le nouveau jeu Command and Conquer, Star Wars. Enfin ça a plein de petits projets en fait sur lesquels on jumpait un peu partout. Et pour le coup, ça a été une expérience assez intéressante qui m'a permis aussi justement de monter en grade en fait pour mes expériences suivantes. Donc c'était du coup un gros nom du jeu vidéo et bah, le fait d'avoir ça sur le CV, ça m'a ouvert pas mal de portes. Et en fait, donc suite à ce contrat chez EA, c'est ensuite là que je suis arrivé à Bordeaux. Donc en fait chez Asobo Studio et plus particulièrement du coup chez Holoforge Interactive qui est une branche en fait de Asobo et qui pour le coup ne fait pas de jeux vidéo, mais plutôt du B2B, en fait en se basant sur la technologie HoloLens, donc du coup les lunettes de réalité virtuelle de Microsoft. Donc ça a été donc là j'ai été QA à plein temps, donc QA pas uniquement sur de la localisation, mais sur tous les aspects du logiciel. Et du coup ça a été pendant un an en fait j'ai fait des tests sur beaucoup d'applications HoloLens en fait, donc des applications qui étaient destinées à des entreprises ou alors à des clients comme par exemple des musées, des centrales nucléaires par exemple. On fait pas mal de logiciels d'entraînement ou alors des logiciels culturels, par exemple le fait de pouvoir visiter une église en réalité augmentée ou alors voir une maquette du Mont Saint-Michel en 3D et un peu expliquer son histoire. Donc pareil, ça a été une super expérience. Et après, j'ai fait un an chez Asobo slash Holoforge. Et après mon contrat d'un an, je suis ensuite arrivé chez Playwing. Donc Playwing, je suis arrivé en 2020
Et en fait, j'y suis arrivé en plein milieu du confinement, du coup. Enfin, vraiment le tout, enfin, plein milieu. Vraiment le tout début. Donc, ça a été une expérience assez unique où vu que j'étais bloqué à Paris à ce moment-là, en fait, j'ai fait plusieurs mois de full remote, du coup, en QA, ce qui a pas été simple. Et ensuite, j'ai réussi à revenir sur Bordeaux où j'ai pu avoir accès à ma machine, à une connexion aussi plus stable qui était plutôt pratique pour le QA. Et du coup, sur Century, du coup, j'ai été QA pendant 1 an et demi. Le jeu est sorti, du coup, vous le verrez plus tard, en décembre 2021. Et en fait, juste après la sortie du jeu, en fait, j'avais déjà parlé de mon envie, du coup, d'évoluer, et notamment vers le game design. Et suite à des discussions, à des tests, j'ai pris le rôle de Economic Game Design sur Century. Alors, pour vous parler un petit peu de Playwing, en fait, donc Playwing, c'est une structure en fait qui a été créée en 2017 par les frères Guillemot, qui sont comme vous le savez, qui sont les fondateurs d'Ubisoft et de Gameloft. Et en fait, Playwing a été créé suite justement au rachat de Gameloft par Vivendi. Donc en fait, Playwing, c'est plusieurs équipes et studios qui sont en Europe. Donc il y a des structures principales. Et une des structures principales, c'est Playwing Bordeaux, dans laquelle je suis actuellement, qui a été fondée en 2017 et qui est du coup principalement connue pour le jeu Century Age of Ashes. Donc Playwing en Europe, en fait, c'est un petit peu partout. Donc en fait, on a des bureaux en France, en Espagne, à Londres, mais aussi du coup en Europe de l'Est, à Kharkiv, en Bulgarie, du coup, en Ukraine et en Roumanie. Donc, on a pas mal de branches, en fait, qui s'occupent de certaines choses, donc que ce soit du QA, de la programmation, du management. On a, on a des postes un peu différents un peu partout. Mais, du coup, l'équipe de développement de Sanctuary Age of Ashes, donc, du coup, tout ce qui est programmation principale, game design et art, va se trouver à Bordeaux. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Century Age of Ashes, du coup le jeu sur lequel je travaille actuellement. Qu'est-ce que Century Age of Ashes? Donc du coup c'est un jeu qui est sorti en décembre 2021, donc en fait il y a tout juste 1 an. Là on a fêté les 1 an la semaine dernière. Et pour définir un peu Century Age of Ashes, donc en fait c'est un aerial arena shooter où en fait on incarne des dragonniers, donc des cavaliers qui se battent à dos de dragons. Donc c'est un jeu qui est multijoueur et free-to-play, où en fait voilà, on se bat dans des très grandes arènes. Aussi de détecter, je sais pas si tout le monde m'entend bien, j'ai eu un petit problème de micro, je crois. Il y a eu On une t'entend bien. petite Il y a eu une coupure, petite mais on coupure, t'entend mais bien. Il y a une mini coupure, je crois. Attendez. Ah, je crois, j'ai l'impression que j'ai perdu la vidéo, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, je vais la laisser, tant pis. Du coup, oui, donc Aerial Arena Shooter free-to-play, donc du coup, on incarne des dragonniers. Donc l'univers, en fait, est vachement orienté Dark Fantasy, et on met le focus sur l'aspect justement de pouvoir conduire des dragons. Donc du coup, c'est un peu un des points de vente de notre jeu. Donc on est d'abord sorti sur Steam en décembre 2021. Et on est sorti ensuite sur d'autres plateformes progressivement en fait au cours de l'année. Donc on est sorti ensuite sur Microsoft Store en 2021, Epic Game Store en février 2022. Et ensuite on s'est attaqué aux consoles, d'abord avec la Xbox en mars et en juillet sur les séries X, S et ensuite sur les générations un peu plus vieilles, donc les One X et One S. Et récemment en fait on est arrivé sur les consoles PlayStation en PS4, PS5 du coup en septembre 2022. Et une des features qui a été importante pour nous en fait et pour le jeu, ça a été dès le départ, lorsqu'on sortait ces versions console, de préparer justement du cross-save et du crossplay. Pour vous parler un petit peu du coup je vais vous parler un petit peu de la saison 0 de Century. En fait, on appelle ça la saison 0 si son nom n'est pas vraiment officiel, parce qu'en fait c'était un moment en fait où on n'avait pas de saison, c'était juste la sortie du jeu.
Donc en fait, à la saison 0, donc du coup décembre 2021, on avait 3 classes qui sont Phantom, Wingard et Marauder. Donc en Century, ça se situe un peu comme un hero shooter en fait, où chaque classe va en fait va correspondre à un personnage et un dragon, et avec un set de capacités un peu différentes, du coup qui vont avoir en fait des rôles différents dans le gameplay. Donc on avait ces 3 classes. On avait 3 modes de jeu principaux. Donc Carnage, qui est en fait une variante un peu de team deathmatch, où l'idée en fait est de collecter des points en tuant des ennemis, mais aussi le fait de collecter des points, ça mettait une prime sur nous, ce qui fait que lorsque les ennemis vous tuent, ils peuvent récupérer pas mal de points. Donc il y a un peu ce côté chat et souris qui est très intéressant, notamment dans un gameplay comme Century, qui est vachement basé sur la poursuite. Et on avait également Gate of Fire, qui du coup est un mode de jeu, un twist un peu sur le capture de flag, où en fait un drapeau doit être récupéré sur la carte, et l'équipe qui a le drapeau doit passer des portes qui sont disposées sur la map. Donc pareil, il y a toujours ce jeu de course-poursuite qui reste très intéressant dans Century. Enfin, le dernier mode de jeu principal, ça a été le mode de jeu Spoils of War, qui était un mode de jeu en fait qu'on a développé en fait entre la bêta de Century et sa sortie. Et le mode Spoils of War, c'est un mode un peu objectif, où en fait on a des dragons contrôlés par l'IA qui parcourent un peu la carte. Et ces dragons en fait transportent de l'or. En tuant ces dragons, on va récupérer l'or et il faut aller amener l'or dans sa base. Et le but, c'est d'avoir, bien sûr, plus d'or que l'équipe ennemie. Pas mal de petits événements, en fait, sur la map qui te permettent, par exemple, de voler l'or des adversaires, ou, par exemple, de verrouiller leur banque. Comme ça, ils peuvent pas aller foutre leur or dans la banque. Il y a pas mal de petits trucs qui rendent le mode de jeu assez attractif. Et enfin, donc, on a aussi d'autres petits modes de jeu, en fait, qui sont en rotation ou alors utilisés pour des events. On a un survival qui est un 4v4v4, donc 3 équipes différentes, une sorte d'un peu de battle royale où l'idée c'est d'être la dernière équipe en vie. On a eu le Chaos qui était un mode free for all, et on a un skirmish qui était un petit mode basé en round, donc du coup du 3v3 sur des petites cartes. Donc également, donc à la sortie de Century saison 0, on avait 3 cartes principales. Donc on avait une Innovation Lake, qui était celle que vous voyez dans le GIF tout à l'heure, Sanctuary, Creek, qui a été justement développé en fait pour aller avec le mode Space of War, et Bassine, qui est en fait une petite carte, donc du coup plutôt orientée sur les 3v3, et qui nous sert justement pour notre skirmish 3v3, mais aussi pour les tutoriels. Alors, pour parler un peu de la saison, encore de la saison 0 et des systèmes qui étaient utilisés, parce que moi, du coup, dans cette conférence, je vais m'attarder plutôt sur la progression de Century, qu'est-ce qui a dû évoluer pour que le jeu fonctionne. Ça a été le leveling. Donc, en fait, le leveling de Century saison 0, ça a été très simple. C'était un système qui allait du niveau 1 au niveau 100, le joueur gagnait de l'expérience du coup en faisant des matchs, donc avec toujours un petit bonus de performance selon les kills, selon le score qu'il fait, donc comme sur beaucoup d'autres jeux. Et on avait également une sorte de système un peu de prestige où lorsqu'on atteignait le niveau 100, en fait, on pouvait recommencer, aller sur un autre set de 1 à 100, et voilà, tu gagnais un petit badge un peu plus sympa. Donc, en complément du leveling, en fait, il y avait des missions, donc des daily et des weekly. On avait des XP boosters qui sont utilisés justement pour gagner plus d'XP lors des matchs. Et le jeu a 2 monnaies qui sont les pièces de fer, donc du coup les Iron Coins, et les gemmes. Et je vais appeler ça en fait la soft currency et la hard currency, en fait, en termes de design, et notamment de jeux free-to-play ou jeux à microtransactions. La soft currency, en fait, c'est la monnaie du jeu que le joueur va pouvoir gagner en jouant, tout simplement. Et la hard currency, ça va être la monnaie premium du jeu, qui peut se gagner aussi en jouant, mais en petite quantité, pour le coup,
et qui, elles, plutôt s'achètent directement avec de l'argent réel pour acheter des grosses récompenses. Donc pour la soft currency, en fait, donc on gagnait ça également en faisant des matchs, euh, en, euh, en faisant des missions également. Mais ça permettait aussi avec le leveling de Century saison 0, on gagnait aussi en fait des récompenses très particulières en fait à chaque niveau. Donc en fait ça fonctionnait un peu comme une espèce de battle pass gratuit. Où, en fait les joueurs pouvaient voir entre le niveau 1 et le niveau 100 en fait ce qu'ils allaient gagner au niveau 1, ce qu'ils allaient gagner au niveau 10, etc. Et donc ça a été pas mal de différents items de customisation. Donc ça peut être des nouveaux skins de dragons, des armures, des objets pour le personnage, des objets de profil comme des player icons, des bannières, des titres. Donc on avait une grosse quantité en fait de récompenses sur ce système de leveling. Et on avait également les missions qui du coup donnaient donc un petit peu d'XP, un peu de coins. Et un des côtés attractifs aussi de la mission, c'est qu'en fait, on avait un système de weekly chest qui, en fait, on avait une daily mission par jour pour chaque joueur. Et cette daily mission, en fait, lorsqu'on l'a complétée, on gagnait une clé. Et sur une période de 7 jours, on pouvait gagner un certain nombre de clés, donc jusqu'à un maximum de 7. Et selon le nombre de clés qu'on avait réussi à récupérer au cours de la semaine, on débloquait un coffre qui nous donnait d'autres petits bonus avec des récompenses. Donc, ce qui est important aussi pour Century aussi, c'était surtout le shop. Donc, le shop, en fait, dans Century, qui est un peu toujours le même actuellement, c'est un shop qui tourne chaque semaine et chaque jour. Donc, en fait, on va avoir beaucoup d'items de customisation en rotation hebdomadaire et journalière. On va avoir des objets qui vont être à la fois en hard currency et en soft currency, donc en coins et en gemmes. Donc voilà, si le joueur veut, veut acheter directement en gemmes, il peut, mais sinon il faut qu'il grind un petit peu, donc en faisant des parties, en faisant des missions, pour obtenir des coins et acheter cet objet avec des coins. Donc on a on a des objets, la plupart des objets sont en prix double, du coup en coins et en gemmes, mais on a aussi beaucoup d'items qui sont en gems only. Donc un peu nos items premium, nos dragons légendaires par exemple, les bundles un peu particuliers, ça c'est de la premium. Donc bien évidemment, vu que c'est un jeu free-to-play, on achète de la currency avec de l'argent réel, donc de la hard currency, des gemmes, avec différents types de packs, des packs de 1000 gemmes, de 1500 gemmes, etc. Mais pour rendre aussi un peu le shop un peu attractif, on donnait des petites offres de temps en temps sur des cadeaux en fait journaliers, donc des petits packs de coins, ou ça peut être une petite player icon, de ce genre de choses. Ça permettait aux gens en fait de revenir un peu sur le shop, d'avoir un petit cadeau qui les attendait et du coup de rendre la chose un peu plus attractive. Donc maintenant, pour parler un peu de l'évolution de Century en fait au cours de l'année, je vais parler des piliers du live service. Et donc les piliers d'un jeu live service, en fait, c'est ce qu'on verra beaucoup si vous faites de l'économic game design, ce sont les termes que vous allez entendre beaucoup. C'est le ARM, du coup le acquisition, rétention et monétisation. Donc si on faut résumer en fait ces trois termes, l'acquisition en fait c'est le fait d'acquérir des joueurs, donc du coup d'avoir le plus de joueurs possible sur le jeu. La rétention, c'est le fait de pouvoir garder ses joueurs sur le jeu. Et la monétisation, bah, évidemment, ça va être le fait de faire payer les joueurs pour que, bah, du coup, faire des sous, tout simplement. Donc, en fait, l'objectif, en fait, donc, ce qu'on appelle le live ops, c'est-à-dire que pour un jeu live service, donc un jeu qui évolue au cours du temps, les objectifs en tant qu'economic game designer, ça va être de faire venir de nouveaux joueurs et de faire revenir les anciens. Donc, avec c'est le système de saison qu'on va voir juste après. Donc, l'idée aussi avec la rétention, c'est donc de fidéliser les joueurs, de les maintenir sur le jeu. Et ce qu'on appelle des rendez-vous, en fait, donc des sortes d'événements qui vont justement attirer les joueurs, donc avoir le plus de joueurs possible
au même moment et du coup booster l'engagement du jeu. Et ça va être comme on va le voir en fait, ça va être des rendez-vous à court terme, ça va être des rendez-vous à long terme. Il va y avoir plusieurs niveaux. Et justement le fait de retenir ces joueurs, donc du coup de les investir et de les faire rester sur le jeu, plus un joueur est investi, plus il a de chances de monétiser. Parce que voilà, c'est comme beaucoup de hobbies, donc, le jeu vidéo, c'est tout à fait pareil. Si vous faites 1000 heures de League of Legends, il y a plus de chances que vous allez acheter un skin pour le personnage que vous aimez bien, pour le champion que vous aimez bien. Donc, tout un système, en fait, qu'il faut mettre en place pour maximiser ces choses-là. Donc, je pense que je ne vous ferai pas je vous apprendrai peut-être rien parce que maintenant c'est un peu la norme en ce moment. C'est le système de saison en fait que l'on voit maintenant partout, donc sur des jeux free-to-play, mais aussi des jeux en premium. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'une saison? En fait, une saison, c'est un changement conséquent du jeu, donc une importante mise à jour qui va être en général basée sur un thème. Et en fait, cette mise à jour va apporter principalement du contenu, donc du contenu qui va être à la fois permanent et à la fois à long terme. Donc, par exemple, en permanent, en fait, typiquement, ça va être des systèmes de gameplay. Donc, par exemple, pour Apex, comme ça peut être aussi pour Century, pour d'autres jeux. Ce sera par exemple une nouvelle classe, donc ce que j'appelle les tools, en fait. Ça peut être des nouvelles mécaniques de jeu, des nouvelles armes, des nouvelles armures, donc pas mal de choses qui vont changer le gameplay. Ça va être aussi des nouveaux modes de jeu, par exemple. Donc voilà, donc Apex, par exemple, ils avaient ajouté le mode deathmatch en fait par rapport au mode Battle Royale qui était l'attrait principal du jeu. Donc le fait aussi d'ajouter du contenu, ça va être ajouter des features, donc du coup des choses comme du Battle Pass, mais aussi des améliorations en fait des QL, donc des quality of life, améliorer l'expérience joueur sans forcément être des choses de gameplay. Mais ça va être aussi surtout du nouveau contenu qui est principalement du cosmétique aussi, donc qui va se trouver de quoi avec le shop, le Battle Pass. Donc évidemment aussi les saisons, ce qui va être important, ce qui fait aussi revenir les joueurs, ça va être de la modification de contenu existant, notamment en fait sur les jeux multijoueurs, ça va être du balancing de gameplay. Donc voilà, en général, il y a toujours sur les jeux compétitifs multijoueurs, il va y avoir des méta qui vont se former. Les joueurs vont trouver par exemple le personnage qui arrive à tout défoncer ou la stratégie qui arrive à tout défoncer. Il va y avoir des outliers et le but des saisons, ça va être justement d'éliminer un peu ces outliers et de proposer aussi aux joueurs du coup des alternatives tout aussi puissantes pour qu'il n'y ait pas une seule solution la plus simple pour être le meilleur dans le jeu. Donc ça va être du balancing, donc ça peut être aussi des changements sur l'interface du jeu, sur des menus, et bien évidemment toujours dans le système dans le système de saison, ça va être de la correction de la correction de bugs. Donc en parallèle des saisons, il va y avoir aussi ce qu'on va appeler les events. Donc les events, ce sont aussi du contenu mais qui va être en général plutôt court terme, mais qui va aussi être par rapport à le fait d'être court terme, il va être plutôt périodique. C'est-à-dire ce sont des trucs qui vont revenir plus ou moins souvent, donc qu'on va aussi retrouver un peu à thème. Donc des thématiques qui vont être liées au monde du jeu, par exemple un event qui se passe dans le lore, quelque chose dans ce genre, mais aussi un event par rapport au monde réel. Et justement pour se baser un peu sur des systèmes de vente, donc typiquement, on a beaucoup de jeux qui ont des events de Noël, des events d'Halloween. Donc ça permet justement, vous avez vu, de sortir des skins un peu particuliers. Donc là, c'est le cas de Destiny, où ils ont sorti un set Gundam pour Halloween. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont faits comme ça. Et en fait, pour maximiser un peu pour maximiser ces events vont apporter plein de récompenses, donc des récompenses qui vont être gratuites pour les joueurs, mais qui vont être typiquement des récompenses qu'il va falloir débloquer. Donc, juste joue à l'event, fais tant de matchs, arrive à tel score, et tu vas débloquer ces récompenses. Mais tu vas avoir aussi des récompenses payantes.
Et donc, on peut donner par exemple des events comme sur Apex, on va avoir des modes de jeu en fait à temps limité qui vont rester peut-être 2 semaines et qui vont partir pour ensuite revenir plus tard. Ça peut être aussi du coup tout simplement un week-end de double XP, donc le fait attirer des joueurs en fait en leur permettant de progresser plus vite. Ça peut être aussi des événements qui n'apportent pas forcément de contenu, mais par exemple sur les jeux premium, récemment, en fait, ce qui est passé un peu avec Battlefield 2042, ils ont eu un week-end free to try, donc c'est-à-dire que tu peux télécharger le jeu et l'essayer gratuitement. Et en fait, en général, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout combiné. Ils ont combiné le double XP avec le free to try, ils ont mis ça avec le solde, et en fait, ça a permis justement de faire pas mal de ventes de ce côté-là. Et j'ai parlé aussi, ouais, je parle aussi de free to keep. Le free to keep, ça c'est aussi quelque chose de particulier. C'est-à-dire que c'est les événements où le jeu qui est sorti en général depuis un bout de temps est gratuit vous pouvez le garder ensuite dans votre bibliothèque. C'est un peu ce que fait Epic avec son store. C'est ce qui se passe avec Vermintide il n'y a pas si longtemps sur Steam. Un jeu qui est payant de base devient gratuit pendant ce week-end. Ça permet justement d'attirer un peu ces gens. Donc pour revenir un peu sur Century, avec la saison 0, en fait, du coup, on a eu un très gros départ et en fait, on a perdu pas mal de joueurs assez rapidement. Et donc pour plusieurs raisons. Bah, comme je vous ai fait une petite liste du contenu juste avant, et en fait, vous avez dû remarquer que ce n'est pas beaucoup de contenu par rapport à des jeux comme Apex ou Rainbow Six ou Overwatch. On n'a pas beaucoup de classes, on n'a pas beaucoup de maps. Donc du coup les possibilités sont un peu réduites, mais voilà, le Century étant ce qu'il est, ça met pas mal de temps pour développer ce genre de choses. Donc on avait quand même pas mal de manque de contenu. Et en fait le leveling aussi nous avait pas exactement aidé à ce niveau-là parce que en fait il était très grindy. Donc en fait ici vous pouvez voir c'était l'XP nécessaires pour level up sur les niveaux de Century. Et en fait, c'était une XP croissante, un peu comme dans les RPG. Donc plus vous montez le niveau, plus il y a d'XP nécessaires pour monter le niveau. Et donc quand on est au niveau 2, 3, c'est bien parce que il faut juste faire quelques parties pour monter. Par contre, quand tu arrives vers le niveau 100 et après tout le reste, après le niveau 100, les niveaux prestige, là, il fallait faire quarantaine, cinquantaine de matchs à ce niveau-là, quoi. Et là, ça devenait trop long. Donc du coup, ça a laissé beaucoup de joueurs frustrés, notamment parce qu'avec le système de leveling, on avait mis des grosses récompenses en fait sur les niveaux 10, 20, 30, donc les récompenses qui attirent, et ensuite la très grosse récompense niveau 100. Et en fait, vers les derniers niveaux, les joueurs en fait grindaient pour aller vers cette récompense, mais en fait quand ils passaient un niveau par exemple 57, en fait ils gagnaient juste un petit truc, et ce qui faisait que c'était pas très satisfaisant en fait de grinder pour ça et d'avoir juste une petite reward au bout. Un autre défaut en fait de la saison 0, c'était qu'on donnait beaucoup trop de hard currency. Donc en fait on donnait dans le leveling pour le rendre attractif, on donnait des gemmes, donc du coup la fameuse hard currency et la premium currency. Et en fait, on donnait presque entre 20 et 30 euros de hard currency. Et en fait, finalement, donner 20 euros, 30 euros de currency, c'est beaucoup trop pour quelque chose qui est gratuit. Et en fait, ça nous limitait en fait dans les possibilités de monétisation future. Et notamment avec le Battle Pass que je vais vous présenter après. Euh, L'autre problème qu'on a eu avec la saison 0, c'était on n'avait qu'une seule daily mission pour aller avec le système de Weekly Chest. Et en fait, une seule daily mission, ça ne fait pas vraiment de rétention parce que en fait, le joueur faisait sa daily mission, et une fois qu'il a le fait, hop, il a plus vraiment de raison de rester sur le jeu, donc il part. Et le Weekly Chest aussi a créé beaucoup de frustration parce que c'était une récompense qui n'était donnée qu'uniquement en fin de semaine. Et le fait juste de louper un jour, en fait, ça voulait dire que tu pouvais jamais avoir cette clé. Et si tu n'avais pas cette clé, la récompense que tu chopais dans le coffre n'était pas intéressante.
ça a été aussi un problème pour nous parce que il fallait justement essayer de fournir ce coffre. Mais vu qu'on donnait des objets en fait dans ce Wi-Fi chest, il fallait qu'on fournisse des objets à ce coffre pour du coup que les gens puissent continuer à choper des objets. Et en fait, bah, ça nous mettait mal en fait parce que tous ces objets qu'on aurait pu utiliser pour d'autres trucs, pour des events, pour du shop, en fait, ils partaient là-dedans et en fait, ça nous apportait rien de spécial. Donc c'est pour ça que depuis la sortie de la saison 0 et en fait même avant la sortie en fait on commençait déjà à travailler sur la saison 1 et on a réussi à sortir la saison 1 en juin 2022 justement pour pallier un peu à ce manque de contenu aussi et aussi justement pour coïncider un peu avec les sorties consoles. Donc là, justement, le fait d'ajouter du contenu, c'est ça qui a fait revenir les joueurs, qui a un peu redonné un peu le renouveau de Century. Donc on a eu une nouvelle classe qui est le Storm Raiser, qui est un petit peu inspiré de God of War, si je peux dire, qui du coup, comme sur Apex Legends, peut s'acheter en soft currency ou hard currency, donc on ne limite pas le gameplay avec derrière un paywall, donc tout le monde peut l'obtenir. On avait une nouvelle carte pour aller avec cette classe. On a mis aussi un peu l'accent sur le lore du jeu, en fait, parce que avant, là, sur la saison 0, le lore, c'était un peu une arrière-pensée. Donc le lore était un peu raconté à travers les items, sur les descriptions de dragons ou d'objets. Donc ouais, il y avait une petite storyline qui se formait derrière. Mais bon, les joueurs ne vont pas forcément voir ça. Alors que là, maintenant, on a vraiment un onglet lore avec un acte qui évolue en fait de semaine en semaine. Donc une petite histoire à voir qui est illustrée et qui permet justement d'ancrer un peu l'histoire dans le jeu et de contribuer justement à ce monde qui évolue avec ce jeu qui évolue. Donc, qui dit nouvelle saison va également dire nouveaux events et nouvelles récompenses cosmétiques. Donc, du coup, pas mal de nouveaux skins à débloquer donc, pour la nouvelle classe, mais aussi les anciennes, et à travers le système de Battle Pass et le shop. Donc là, les reworks aussi sur lesquels on a travaillé pour la saison 1, du coup, bah, c'était forcément les sorties Xbox et PlayStation, qui ont été pour le coup assez laborieuses avec tout ce qui est développement et certification. Donc on a fait aussi une nouvelle vie pour justement mettre en avant le pass et donc le thème de la saison et aussi le thème du personnage. Donc on a fait quelques petites updates aussi au niveau du gameplay et pas mal de correctifs de bugs. Le système de leveling, moi sur la chose sur laquelle j'ai travaillé particulièrement, c'était le rework du système de leveling, des quêtes et du pass. Et là justement, on a une update de fin de saison prévue qui va ajouter deux features assez importantes qu'on n'avait pas actuellement. Donc le joining progress, qui va être le fait de pouvoir rejoindre une partie en cours et le ranked de solo duo. Donc en fait, on a un mode classé actuellement dans Century et on s'est aperçu en fait que bah, les gens l'évitent un peu parce qu'il y a des teams de 6 joueurs qui viennent défoncer tout le monde. C'est pour ça qu'on va proposer justement une option pour faire une queue ranked où tu peux entrer que en joueur solo ou en escouade de 2. Alors, je vais faire un petit passage vite fait sur le Battle Pass. Donc, qu'est-ce qu'un Battle Pass? Donc, le Battle Pass, c'est un système de niveau qui va compenser un grand nombre de récompenses, qui va être un faible coût d'achat par rapport à des récompenses premium. Donc, un Battle Pass, si vous avez joué à des jeux comme Apex, Destiny, Call of Duty, Fortnite, ça va se situer aux alentours des 10 euros, plus ou moins. Et par contre, la quantité de récompenses que possède un Battle Pass est beaucoup plus grande que justement ces 10 euros, parce que ça va être plein de skins légendaires, de trucs cool. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir une grosse valeur. Mais par contre, pour rentabiliser cette grande valeur, l'échange, en fait, au lieu de payer le coût total du Battle Pass, on va l'échanger avec le temps, du coup, parce qu'il va falloir débloquer ces récompenses, du coup, en jouant au jeu,
en faisant des missions, gagner de l'XP et en progressant dans le Battle Pass. Donc le Battle Pass, en fait, on pourrait penser que vu que c'est un coût assez faible, c'est un outil juste un outil de rétention, parce que l'idée c'est de maintenir le joueur sur le jeu et de l'engager dans la saison. Mais en fait, c'est aussi un énorme outil de monétisation, parce qu'en fait, l'offre est tellement forte que les joueurs ne peuvent pas la refuser. Parce que voilà, si vous aimez jouer au jeu, en fait, ce serait dommage de passer à côté du Battle Pass, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs dedans que en fait, ça vaut juste le coup. Et en fait, il y a toujours des systèmes aussi qui font que ça devient très rentable de prendre un Battle Pass. Notamment, il y a des jeux comme sur Century, c'est ce qu'on a actuellement. En fait, le fait d'acheter le Battle Pass, tu peux te rembourser le Battle Pass avec la hard currency qu'il y a dedans, ce qui fait que tu en as assez pour acheter le suivant. Et c'est ce qui se passe par exemple sur Fortnite, sur Call of Duty, ils te donnent de la hard currency, voire avec un petit bonus en plus on dit, ah ouais, tiens, t'as dépensé 10 euros, mais en fait, la valeur qu'on va te refiler dans le pass avec de la currency, ça va être 15 euros. Et du coup, bah, tu vas pouvoir acheter le prochain pass, plus d'autres petits trucs si tu veux, quoi. Et c'est ça qui va permettre, en fait, d'engager le joueur sur le jeu avec ce système. Donc, nous, notre système qu'on a fait pour le Dragon Pass de Century, c'est qu'il a complètement remplacé l'ancien système de leveling. Et on a en fait, si on compare un peu les deux, il y a moins de récompenses en termes de quantité. Par contre, il est de meilleure qualité parce qu'il y a plus de skins sympas, il y a plus de dragons légendaires, plus d'items assez uniques. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu un système qui est aussi utilisé sur Call of Duty et sur Fortnite. Le joueur va monter de niveau pareil, toujours en faisant des missions et en faisant des matchs. Monter de niveau va donner une nouvelle monnaie qu'on appelle les stars. Et en fait, les stars vont être utilisées dans le pass pour débloquer les récompenses. Et donc les objets, selon le type d'objet, selon la rareté, ces objets, du coup, vont avoir plus ou moins de stars. Donc, par exemple, le gros dragon que vous voyez ici à droite, il va coûter beaucoup de stars, mais par contre, les petits objets comme les icônes, les tas de coins, le dragon épique juste à côté, ceux-là vont coûter un peu moins. Une chose qu'on a faite en fait principalement sur le leveling par rapport au système de saison 0, c'est que on a repris un peu le faible XP to level, c'est-à-dire que les premiers niveaux en fait se montent assez rapidement. Mais par contre, en fait, on arrive très vite au cap d'XP et après tous les autres niveaux du pass en fait vont rester le même. Donc justement, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de grindy, mais plutôt de constant pour éviter que le joueur se fatigue, qu'il ne mette pas forcément trop de temps à débloquer ses récompenses. Mais là où justement, où je disais que le Battle Pass était aussi un outil de monétisation, c'est on offre aussi aux joueurs la possibilité d'acheter des niveaux pour progresser plus rapidement dans le pass. Et ça, c'est quelque chose qui monétise énormément, en fait, parce que il y a beaucoup de joueurs euh, qui justement cherchent à débloquer tout le plus vite possible. Donc c'est aussi un peu le côté de la customisation, le social, le fait de vouloir se la péter un petit peu avec un skin. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont acheté il y en a certains qui ont acheté 25 niveaux parce qu'en fait, on faisait une petite offre à prix réduit. Il y en a qui ont acheté directement 100 niveaux pour avoir le dernier dragon légendaire du pass. Et comme ça, ils allaient directement en partie avec une nouvelle classe. Et ils disaient, ah, regardez les gars, j'ai un super dragon et pas vous. Donc en fait, ça a été vraiment un gros succès à ce niveau-là. Une chose aussi qui a été très importante qu'on a fait avec le nouveau système de leveling, ça a été la modification des quêtes. Donc au lieu d'avoir une seule daily quête, on en est passé à 6 pour que le joueur ait pas mal d'objectifs à faire. Et ces quêtes, en fait, vont donner une quantité d'XP assez importante, justement pour que le joueur puisse progresser sur le pass. Et en extension de ces quêtes, on est passé sur un système de weekly, où là, auparavant, où les weekly étaient aléatoires pour tous les joueurs, là, on garde les mêmes pour tous les joueurs, elles vont se reset en même temps, elles vont s'accumuler aussi au cours de la saison, c'est-à-dire qu'une semaine, une série de missions va apparaître, et
la deuxième semaine, cette série va rester et une deuxième va apparaître. Et en fait, c'est ce que je parlais au niveau de tout à l'heure, c'était le côté rendez-vous. Du coup, voilà, dit hop, la semaine est passée, il y a des nouvelles quêtes et du coup, venez, on va jouer ensemble pour faire la quête où on va devoir gagner des matchs sur tel mode de jeu. Et ces quêtes, en fait, vont donner beaucoup d'XP également. Donc, en fait, c'est un peu ça nous permet en fait de dicter la progression du joueur. Et en fait, si on prend l'XP tout seul, si le joueur ne faisait que des matchs, monter de niveau, ça lui prendra un peu de temps. Par contre, le fait de faire des missions, ça le permet en fait de monter plutôt rapidement. Donc, s'il arrive à faire des missions en même temps, bah, il va gagner beaucoup d'XP, il va même presque gagner deux niveaux en même temps. Et en fait, ça nous permet en fait justement de dicter notre progression, de faire en sorte que avec les wikis et les daily qui sont des missions qui sont finies en fait dans le temps, c'est-à-dire que le joueur ne peut pas les abuser. En fait, on va lui donner un certain nombre d'XP à gagner par semaine et par jour. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est que il ne faut jamais stopper la progression du joueur. Il faut juste la ralentir. Parce que si on stoppe la progression du joueur, si on avait fait un système, par exemple, où il n'y a que les missions qui nous permettent de progresser le pass, là, c'est ce qui s'est passé un peu avec Apex au tout début. En fait, il fallait faire absolument les missions pour progresser. Et en fait, bah, ils se sont rendus compte que bah ouais, mais si j'ai plus de missions à faire et que je peux plus progresser dans le pass, bah je joue plus, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut justement garder ce système d'XP où même si le joueur a fait toutes ses missions, il peut continuer à faire des matchs et du coup gagner de l'XP et monter dans son pass. Donc bien évidemment, en fait, la saison 1 aussi, c'est quelque chose qu'on analyse beaucoup. Et en fait, on a beaucoup de trackers de data qui nous permettent en fait un peu d'analyser le comportement des joueurs au terme du coup du jeu. Donc, on va avoir beaucoup de données, donc des données génériques sur le nombre de joueurs actifs. On va avoir des données gameplay, donc sur les classes jouées par joueur, le win rate, leur skill level. Ça va nous permettre aussi de voir un peu, par exemple, quelles sont les tactiques les plus utilisées. On va voir un peu la progression, donc vérifier que notre système marche bien, que les simulations en fait sont exactes. On voit que un joueur qui a joué de telle date à telle date, il a fait tant de matchs, il a fait tant de quêtes, il est arrivé à ce niveau-là. En fait, on se dit, ok, bah c'est bon, il est bien dans nos chiffres. Et bien évidemment aussi, ce qui va être important, ça va être la monétisation, du coup, voir les habitudes d'achat, le top des ventes, voir ce qui marche, est-ce qu'il y a des objets qu'on va prioriser dans le shop pour pouvoir vendre plus, est-ce que on fait des offres particulières à certains moments, le Black Friday, le Christmas, il y a pas mal de choses qu'on analyse comme ça. Donc pour parler du coup du succès un peu de la saison 1, donc en fait on a eu le double succès qui était la sortie des consoles qui a remonté énormément les joueurs sur Century, donc du coup qui a apporté beaucoup de joueurs. Et aussi c'est un jeu qui est très agréable à jouer à la manette en fait, donc on a vu qu'on avait quand même une meilleure rétention sur les consoles que sur PC. Et en fait, là où on a eu un gros succès, c'était le Dragon Pass, en fait, qui du coup a pris la tête des ventes pendant plusieurs mois. Auparavant, en fait, on avait des bundles qui prenaient un peu toute la place, tout le top 5 des ventes du shop. Donc des gros objets qui se vendaient 20 balles, 25 balles, c'était nos meilleures ventes. Et après la saison 1, pendant vraiment plusieurs mois et même encore maintenant, le top des ventes, ça devient le pass avec le bundle de niveau, l'achat de niveau à l'unité et le Stormbringer, du coup, la nouvelle classe. Donc les forces des saisons, en fait, c'est justement de pouvoir proposer du contenu, de faire revenir les joueurs et donc, du coup, de potentiellement les faire monétiser. Par contre, là où on a les risques du système de saison, c'est que lorsqu'on est vers la fin de saison, il y a toujours un essoufflement. Donc surtout si on a s'il se passe des délais imprévus, par exemple, on doit retarder une sortie de saison, bah là on a du coup c'est ce qui se passe actuellement, c'est on commence à perdre des joueurs et pareil le Battle Pass commence à perdre un peu de la vitesse, parce qu'il y a un peu
cette incertitude du fait, ah ben attends, si j'achète le pass maintenant, est-ce que je vais avoir le temps de le compléter avant la sortie de la saison 2? Du coup, il y a toujours cette baisse et en fait, bah, le fait qu'il y ait plus de nouveaux contenus depuis un temps, maintenant c'est bon, les joueurs ils ont vu le nouveau contenu, ils ont testé la nouvelle classe, ils ont fait la nouvelle map, ils ont fait les events. Maintenant, justement, ils attendent ce qui est nouveau et ils attendent, pendant le cas, c'est la saison 2. Donc du coup, nous, en fait, une des raisons pour laquelle la saison 2 met un peu de temps à arriver, c'est parce on voulait pallier ça et c'est aussi une demande des joueurs et c'est quelque chose qu'on voulait expérimenter justement pour le futur de Century. C'est un mode PvE. Et donc en fait, très prochainement, on a un mode PvE qui arrive ce mois-ci, qui va être un événement limité dans le temps, mais qui va être un événement un peu plus gros par rapport aux autres, parce que du coup, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé pour les joueurs. Ça va être notre événement de clôture de la saison 1. Et c'est pour le coup, ça coïncide un peu avec l'anniversaire de Century, donc ça va être quelque chose un peu une sorte de célébration de Century, si je puis dire. Et pour le coup, c'est ce qui va aussi ça nous servir en fait un peu de base pour jauger un peu l'intérêt des joueurs et potentiellement travailler sur d'autres modes de jeu dans le futur qui incorporeraient justement des événements et des éléments un peu plus PvE. Donc les challenges du modèle saisonnier du coup qui est pareil pour tous les studios, ben, qui est aussi très particulier pour nous parce qu'on est on a une production relativement petite par rapport à des géants comme EA ou Bungie ou Activision. C'est que préparer les saisons en fait, donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contenu à préparer en avance, que ce soit du gameplay, des features, de la progression. Mais justement, c'est ça qui va permettre de maintenir le jeu en vie. Ça va être de continuer à proposer du contenu, donc proposer des features. Donc bien sûr, bah, qui dit rétention dit monétisation, et ça va être aussi bah, du coup le fait de pouvoir proposer d'autres choses aux joueurs. Donc par exemple, des features sur lesquelles on est en train de regarder actuellement, c'est le fait de pouvoir donner un cadeau du pass d'un joueur à un autre, d'avoir d'autres objets de customisation, par exemple des poses de joueurs, des animations de joueurs un peu à la Overwatch, des couleurs de l'ensemble pour le dragon. Donc en fait, on a pas mal d'idées pour l'instant sur lesquelles on est encore en design. Mais ouais, donc du coup, c'est tout le, toute la sauce en fait du modèle saisonnier et du live ops.